Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Didier Digard, le jour 1, ça y est, premier match, et quel match, victoire 6-1 de l'OGC Nice. On n'avait plus trop l'habitude de voir autant de buts, hein. C'est autant de buts que ce qu'on a vu depuis le début de la saison à l'Alliance Riviera, tout simplement. Je crois que l'OGC Nice passe de 20e à 14e attaque en un seul match. Voilà, un festival qui a au moins remonté le moral des supporters présents, déçus ou heureux du départ de Lucien Favre, dont on va forcément parler également dans cette émission, c'est une chose, mais en tout cas un beau spectacle comme on n'avait plus vu, déjà pas cette saison et peut-être même depuis le fameux match de Coupe de France face à Marseille. Je pense que c'est ce qu'on a vu de plus spectaculaire depuis. Mais pour parler de tout ça et pour parler du mercato, il faut bien continuer les feuilletons du mois de janvier et notamment l'épilogue du feuilleton Mario Lemina, mais également un peu quelques dernières indiscrétions sur celui d'Andy Delors. Je vais en parler avec Cédric tout d'abord. Salut Cédric, comment ça va ? Bah écoute, ça va Romain aussi, ça va Sky. Bah écoute, on est là, on est bien. Petite victoire 6-1, enfin petite. Petite, ouais, Tout est relatif. le mec blasé déjà, genre non, c'est normal. Tout est relatif, mais non, c'est un peu comme l'a dit notre nouvel entraîneur. C'est tellement surréaliste qu'on a du mal à se rendre compte de tout ça, mais on va en parler, ça va être sympa, je pense. Ouais, ça met une pression d'entrée, une pression positive, mais tout de même. Bon, très heureux de te retrouver pour 2 émissions d'affilée aussi. J'imagine que le chantier avance bien. Ou c'est alors le back-to-back. Voilà, C'est le back-to-back. T'as un Didier Digard sur ton chantier qui du coup a tout changé en l'espace de 3 non, jours. mais ça va. Bah, à force de faire des travaux, ouais, forcément, Ça j'avance un petit peu, forcément. Mais non, ça Donc, va, je suis là, on est bien présent. C'est une bonne nouvelle que ta maison avance plus vite que le projet Ineos, en tout cas. Il est Ouais. avec nous également. On s'est dit, il nous fallait bien un fan de Didier Digard et on a pris le fan numéro 1 de Didier Digard. Il a très bien connu et il nous l'a survendu ces dernières semaines. Bon, bah là, du coup, il boit du petit lait parce qu'on peut pas dire qu'il avait tort. C'est Romain qui fait également son retour dans l'émission. Salut Romain, comment ça va ? Et bonjour, bah ça va très bien, comme tu dis, hein, voilà, un fan inconditionnel de Digard depuis quelques temps. Donc là, j'ai mis mes chaussons sur le canapé et le pull Dior, le plaid, le résumé. Non, le pull Dior pas encore, mais Ouais. j'ai vu que j'avais les mêmes chaussures que lui. Donc c'est un signe, forcément. Donc c'est déjà un début. Je Et sais moi, pas j'ai la même si- coupe de si cheveux, t'as du coup. Ouais. Ouais, non, mais tu vois, J'aimerais dire que j'ai la même barbe, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, passons, messieurs, si vous le voulez bien, au mercato. On va essayer d'éluder ce sujet le plus rapidement possible. Non pas qu'il n'y ait pas de nouveau, que ce soit pas intéressant, mais c'est probablement le seul point noir et le sujet le plus douloureux. Le départ de Mario Lemina se précise. Ça sera peut-être même officiel le temps qu'on enregistre cette émission et qu'elle soit publiée. Un transfert aux alentours de 10 millions d'euros, a priori vers Wolverhampton. Le joueur qui n'était pas forcément, pour ne pas dire pas du tout pour un départ au mercato d'hiver. Je sais pas comment dire ça, s'est laissé convaincre par l'offre du club anglais, n'a pas senti le gym trop enclin à le conserver à tout prix et c'est finalement tout simplement résolu à retourner en première ligue. Bon, c'est une bonne opération financière, hein, 10-11 millions d'euros, c'est 2 fois ce qu'on l'a payé lors de son arrivée. Pour un joueur qui va bientôt avoir 30 ans, on peut comprendre la logique à 1 an et demi de la fin de son contrat, mais bon, c'est également un joueur qu'on a adoré ces dernières saisons, qui a toujours été exemplaire, lui, contrairement à d'autres, et ça sera l'objet de notre deuxième partie d'émission probablement. Messieurs, écoutez, votre sentiment, que ce soit à la fois humainement, sportivement et économiquement, sur ce transfert qui est désormais imminent. Moi, le premier sentiment, c'est que je suis un peu triste même, je dirais, parce que c'est un joueur que j'adore, qui a jamais triché, qu'on a un petit peu, quand je dis on, c'est la direction, mais qu'on a un petit peu maltraité l'été dernier, qui est revenu en bombe et qui a mis tout le monde d'accord. Quand je vois sa tournée d'adieu hier à la fin du match, ça m'a fait un peu chier, quoi. Voilà, alors je peux comprendre, hein, les arguments financiers, tout ça, c'est une belle vente. C'est une belle vente, mais bon, comme on en a parlé hier au stade, c'est pas qu'il faut pas vendre, hein, je dis pas de dépenser dans tous les sens et de rien vendre, mais est-ce que tu es à 10 millions près et est-ce que c'est pas plus important de garder des joueurs qui sportivement t'apportent quelque chose de concret plutôt que récupérer 10 millions et on va savoir ce qu'on va en faire, mais voilà, moi J'aurais pas été déçu du tout qu'on s'assoie sur 10 millions, mais qu'on garde Lemina, quoi. S'il était je peux parti pour résumer ça 5 comme ça. millions l'été prochain, ça aurait pas été choquant non plus. Donc, et au moins, il terminait la saison avec nous, il terminait le cycle un peu plus proprement.
C'est ça. Là, on a l'impression que la boucle se termine un peu bizarrement parce que voilà, les indiscrétions, c'est que lui se sentait quand même assez bien ici. On l'a vu hier, hein, comme je disais à la fin du match, il nous apprécie et c'est réciproque. Mais voilà, maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire avec l'argent de son transfert. Mais même si, comme on va le dire et comme Romain va en parler sûrement, mais selon Nice Matin, c'est pas obligatoire qu'il soit remplacé. Donc voilà, c'est plein de petits trucs qui font que c'est, comme tu l'as dit, le point noir un peu de la soirée d'hier. Romain, c'est triste que Lemina s'en aille, hein, pour des raisons sportives, humaines. C'est vraiment un joueur exemplaire ces dernières saisons qu'on a apprécié, exemplaire sur la phase aller. Également, comment est-ce que toi tu expliques cette volonté du gym de le faire partir? C'était déjà le cas l'été dernier. Là, ça se confirme enfin cet hiver. Et surtout, comme l'a dit Cédric, est-ce que tu comprends qu'il ne soit pas remplacé, a priori, qu'il ne serait pas forcément remplacé, et que cet argent servira en priorité peut-être à financer l'arrivée d'un latéral gauche? On parle de Ait Nouri qui pourrait faire le chemin inverse, ou d'un attaquant. Alors moi déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que heureusement que River connaît bien le projet, parce que en faisant la vente de Lemina, moi je le comprends plus du tout. On est censé garder nos meilleurs éléments, donc je parle sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, parce que après faut aussi parler dans le vestiaire. Mais Lemina, il était plus que positif, et c'était un des rares joueurs d'expérience qu'on a dans le vestiaire. Bon, je mets pas Ramsey, Barclay, parce que c'est des Anglais, je sais pas s'ils sont vraiment une aura forte dans le vestiaire, mais Lemina, en tout cas, il l'avait. Et Numéro je 2 derrière comprends pas. Dante, hein. Il y avait cette fameuse discussion qui a relancé l'équipe après la défaite à Angers notamment, hein. Ça avait été évoqué dans la presse. Mhm. Donc c'est pour ça, je comprends pas trop le choix sportif, et même le choix humain, parce que c'est pas quelqu'un qui foutait la merde dans le vestiaire, au contraire. Et après, bah bien sûr, un triste. 11 millions, ouais, c'est une belle vente, mais bon, pourquoi? Je sais pas. Ils nous disent qu'on a des objectifs européens, donc ils veulent bien figurer en Coupe d'Europe. Je pense qu'il aurait été très très utile, parce que bon, on peut jouer dans des stades qui sont un petit peu chauds et tout, et je pense que lui, il a un tempérament où voilà, il craint des gains, quoi. Et On l'a vu hier avec Kazri, hein. ouais, mais carrément, carrément. C'est le mec qui peut t'amener de l'impact, qui peut t'amener la voix, enfin bref. Donc non, moi je suis très déçu, et il faudra que quand même quelqu'un explique le choix, parce que clairement c'est pas son choix personnel de quitter le club. Moi, de ce qu'on m'a dit, bon, l'offre de Wolverhampton, elle est très très élevée au Il niveau s'y retrouve, contractuel. hein, bien entendu, mais c'était pas Ah sa ouais, ouais. volonté première. Mais en plus, tout ça pour dire que vraiment le joueur, il aime Nice. Lui, sa volonté, c'était même pas une renégociation salariale, quoi. Donc, il voulait rester, mais par contre, il voulait avoir des garanties du staff, enfin du staff, des dirigeants, de savoir, bah voilà, que les dirigeants comptaient sur lui. Il n'a pas eu cette garantie, et puis au bout d'un moment, bah voilà, il a pété sa durite, et puis lui aussi, hein, faut qu'il pense à sa carrière. Au bout d'un moment, si le 30 janvier on te dit bon bah finalement on compte pas sur toi, et que tu te retrouves sans aucune offre et accepter la première offre lambda, bon bah voilà. Donc voilà, pour moi il fait le bon choix d'un côté personnel pour lui, hein, vu que le club n'a pas tout mis en œuvre pour le rassurer sur son futur. C'est Et quand après même pour un. répondre, ouais, Ah, vas-y. vas-y. Non, 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 je dis c'était juste après pour répondre à la deuxième question de Sky. Ouais, mais je dis c'est Donc quand même vas-y. incroyable quand tu résumes un petit peu rapidement la situation et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais quand tu fais un résumé, tu parles sur peut-être les 6 premiers mois de compétition en Ligue 1. Je pense que peut-être Lemina, tu le places sur la deuxième place du podium au niveau de ton top 3 des joueurs qui ont le plus performé et qui t'ont le moins déçu, on va dire. Derrière Todibo, je Mhm. mettrais. Euh, Wow. tu sais que voilà, comme vous l'avez dit, bah, c'est un bon mec, il apporte tout ce qu'il faut. Et donc en pleine saison, tu perds ton joueur top 2, on va dire, pour reprendre ce que j'ai dit, mais tu perds ton joueur top 2 et potentiellement tu le remplaces pas. C'est-à-dire que tu vas te servir d'un mec du banc pour remplacer ton deuxième meilleur joueur de la saison actuelle. C'est. Romain, sur ce point-là, c'est pour faire la place à un effectif qui, on le sait, est très fourni au milieu de terrain. Il y a eu le retour d'Aaron Ramsey, on en parlera un peu pendant
notre débrief de la rencontre. Et Alexis Beka qui a un temps de jeu famélique depuis le début de saison, alors qu'il y a eu un investissement assez important, près de 15 millions d'euros hein, pour le faire venir l'été dernier. C'est ça, en fait, on fait un peu de la place à des jeunes joueurs, à ceux qui sont présents. Et Mario Lemina, c'était certes top 2, comme on le disait, mais il était déjà pas forcément désiré l'été dernier. Il a failli être poubellisé en Italie pour quelques millions d'euros. Et du coup, c'était le plus facile à faire sortir. C'est celui qui disposait d'offres en plus, peut-être contrairement à Pablo Rosario qu'on a essayé de fourguer partout sans succès. Clairement, hein. Je pense que aujourd'hui, la politique sportive, elle va s'organiser sur les jeunes à fort potentiel, hein, ils s'en cachent pas. Et aujourd'hui, voilà, avoir une offre de 11 millions pour Lemina à 1 an et demi de la fin de son contrat, bon, c'est clair que c'est une belle offre. Mais après, moi personnellement, je suis pas choqué qu'il ne le remplace pas. Voilà, j'aurais été pas choqué, attention, hein, qu'il le remplace, mais je me serais dit pourquoi en fait. En fait, tu te débarrasses entre guillemets hein, d'un joueur qui approche la trentaine. On a des jeunes qui sont derrière, donc je pense beaucoup à Becca. Et aujourd'hui, voilà, tu as investi une grosse somme d'argent sur Becca, donc c'est peut-être aussi pour commencer à le faire jouer. Et c'est vrai que si tu as Lemina, Boudaoui, Thuram, les joueurs qui sont derrière, voilà, ils vont pas jouer du tout. Maintenant, voilà, moi ça me choque pas de pas le remplacer parce qu'on est très fourni au milieu de terrain. Et voilà, on l'a vu hier, hein, même sans Lemina, on a réussi à créer du jeu. Barclay qui fait une bonne rentrée à la place de Ramsey, donc avec un rôle un peu plus offensif. Donc voilà, moi ça me choque pas. Voilà. Après, on est très fourni au milieu, mais il faut pas oublier quand même que plus de la moitié de nos milieux de terrain sont sujets à des blessures récurrentes, quoi. À part peut-être Thuram et Beka qui sont pas trop coutumiers du fait. Mais Ramsey, Boudaoui et compagnie, tu sais que tu peux les perdre à tout moment, quoi. Donc ça peut vite changer la donne, en fait. Si tu te retrouves avec Ramsey, Boudaoui sur le côté, c'est plus pareil au milieu, quoi. C'est sûr. Après, tu te retrouves, si tu as Ramsey Boudaoui en moins, tu vas te retrouver ou avec Becca et Barclay. Après, tu as encore un Rosario. Donc Rosario, même s'il fait pas l'unanimité depuis le début, mais quel joueur fait l'unanimité hormis, voilà, Lemina et Todibo depuis le départ, quoi. Donc, on peut peut-être imaginer un Rosario qui va reprendre un peu confiance en lui, qui va retrouver un peu son jeu, parce que mine de rien, l'année dernière, il fait une première partie de saison qui était fantastique. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment énorme. Aux côtés de Mario Lemina, quand même. Hein, quand Lemina était pas là, c'était plus compliqué. C'est vrai. Mais après, voilà, on peut tout imaginer comme le pire, comme tu dis. Si Boudaoui, bon, Ramsey, moi, je le mets même pas dans le pire, parce que à la limite, s'il se blesse, c'est pas bien grave, mais c'est surtout Boudaoui. Mais après, voilà, tu peux avoir du monde, et puis, de toute manière, certes, moi, j'aimerais avoir une deuxième partie de saison fabuleuse. Mais aujourd'hui, on est quand même on est loin des places européennes. Donc, si c'est pour commencer à mettre du temps de jeu à un BK, moi je te dis pourquoi pas pour préparer la saison prochaine. Je sais pas. Romain, pour rebondir sur ce que tu dis et conclure sur le volet Mario Lemina, est-ce qu'en fait tout simplement c'était pas profiter de l'offre inespérée qui arrive là au mercato d'hiver, sachant qu'elle ne se représentera probablement pas à l'été parce qu'il y aura davantage de choix, 6 mois de contrat en moins pour Mario Lemina, en sachant que le joueur, le programme, le départ était probablement programmé par rapport au projet que tu citais sur des jeunes à fort potentiel, et de se dire, vu qu'on n'a plus grand-chose à jouer sur la deuxième partie de saison, vendons Mario Lemina au sommet de sa cote. Ça donnera un peu de temps de jeu aux jeunes. De toute façon, si jamais ça nous fait perdre 1 ou 2 places, on vise plus vraiment les places européennes a priori cette saison. Donc tant qu'à faire, autant faire la culbute au moment où elle se présente plutôt que de repousser l'échéance. Voilà, il y a 4 mois de compétition encore là, de toute façon, 4 mois et demi. On peut espérer que tous les joueurs ne se pètent pas en même temps, même si à l'OGC Nice c'est déjà arrivé, mais voilà. Non, mais voilà, exactement. Moi, je pense que de toute manière, Digard, on l'a vu, hier, il a fait rentrer Buonanni. Je pense qu'il va s'appuyer sur quelques jeunes et tout.
Et bah voilà, hein, maintenant, c'est à eux de montrer aussi que voilà, la direction a pris la bonne décision, même si pour moi, elle va être dure à digérer. Mais voilà, a pris une décision en leur faveur pour leur donner du temps de jeu, pour qu'ils se montrent et pour qu'ils soient prêts l'année prochaine. Donc, On n'est pas à si l'abri de après, voir Belayan peut-être aussi, hein. ouais, voilà aussi, tu vois, sur peut-être 15-20 minutes à la fin, tu vois, comme hier avec Buonanni. Enfin voilà, si c'est pour mettre des jeunes en avant, moi je suis d'accord. Maintenant, après voilà, moi j'aurais préféré quand même qu'il reste cette saison pour, bah voilà, qu'on puisse être, voilà, qu'on ait les armes, qu'on Être ait nos serein et meilleures armes avec nous, compétitif, quoi. y compris en Bah oui, Conference League, comme tu le disais. c'est ça. Bon, c'est triste, hein, je pense que là, pour le coup, il y a l'unanimité contre le départ de Mario Lemina sur le principe, même Ah, si c'est après sûr. avec la raison, on peut trouver des explications et essayer de comprendre, mais c'est vraiment un crève-cœur pour un joueur dont on n'attendait pas grand-chose au final quand il est arrivé et qui nous a très agréablement surpris, sur et en dehors du terrain, vraiment, meilleure continuation possible à lui, outre-Manche. 2 salles, 2 ambiances, en passant au dossier, Andy Delors. Du coup, bon, voilà, vachement moins l'unanimité, vachement moins apprécié, hein, depuis quelques semaines. Alors pas beaucoup plus, d'avancées par contre sur ce dossier-là. L'OGC Nice, selon Nice Matin, donnerait toujours sa priorité à un transfert alors que les offres de prêt ne manquent pas. Bon, Andy Delors a plus ou moins envie de partir n'importe où on lui a proposé. C'est la solution, on va dire, financière, résoudre l'équation qui est compliquée. Romain, on en parlait en off et puis on en parlait dans les dernières émissions. S'agissant d'un transfert, ça semble difficile de trouver un club qui acceptera déjà de verser une indemnité de transfert à l'OGC Nice qui devrait quand même se rapprocher des 10 millions d'euros investis initialement et d'assumer le salaire de Andy Delors, 200 000 euros mensuels actuellement, sachant qu'en plus de ça, s'il part, c'est parce qu'il n'a pas eu une rallonge sur celui-ci, donc on pourrait même parler d'une somme supérieure. On voit mal Nantes investir que ce soit le salaire ou même le transfert. On voit mal les clubs du Golfe mettre 10 millions d'euros sur la table, même si du côté salaire, ça devrait être beaucoup plus élevé que les prétentions, les rêves les plus fous de Delors. Donc en fait, peut-être, je sais pas, Marseille avec une vente de Guendouzi qui dégagerait des liquidités. Enfin, on a du mal à voir en fait au final un candidat crédible. Ouais, moi là moi je trouve que là Nice ils se sont mis une épine quand même dans le pied parce que aujourd'hui chercher à vendre un Delors donc au prix où ils l'ont mis, pour moi ça va être quasi impossible. Et après voilà, tu as un joueur qui bah lui par contre il cache pas son mal-être dans l'équipe actuellement. Euh, c'est, enfin, là-dessus, j'ai un avis qui est partagé parce qu'aujourd'hui, on tombe sur Delors, mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on tombe sur le club, quoi. Parce que Nice est en train de faire du Nice, c'est-à-dire promettre certaines choses et ne pas assumer derrière. Et ça commence à devenir récurrent. Donc oui, je veux bien que Delors, il ait ses torts, il n'y a pas de souci. Lui aussi, il fait du Delors. Mais par contre, Nice, il y a une direction quand même qui est prise qui me plaît pas forcément quoi dans tout ça. Les promesses non tenues, le cas Lemina là, bah voilà qui est en train de se passer, le cas qui s'est passé avec Guiri. Donc voilà, il y a des petits trucs qui me dérangent un petit peu. Et aujourd'hui, bah là on est en train d'avoir le nez dans notre propre caca parce que bah un prêt, d'après moi, ça va pas être opportun pour le club parce que forcément il va revenir, surtout s'il va à Nantes, parce que Nantes ne donneront jamais les 200 000. Comme tu dis, le golf, je les vois mal mettre 10 millions. Donc là aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse. Et Marseille, je sais pas, je le vois pas partir, je les vois pas mettre 10 millions non plus sur un Delors, vu qu'eux ils cherchent aussi un petit peu de profit avec des reventes. Donc voilà, moi là je serais incapable de donner la suite la suite que va le débouché de cette histoire, quoi. Cédric, en plus de ton avis sur le potentiel transfert et la situation, au final, est-ce que ça risque pas aussi de bloquer le mercato de l'OGC Nice? On sait qu'il y a un joueur offensif qui est espéré, attendu à l'OGC Nice sur cette période. Florent Ghisolfi parlait de 1 à 3 recrues. Alors la recrue évidente, ça semble être le latéral gauche. Après, pour les deux autres, les pronostics sont ouverts. Mais
devant, on a l'impression que c'est un peu l'embouteillage et que s'il n'y a pas de départ ou de départ en prêt, hein, on pense notamment à Bilal Brahimi qui pourrait libérer une place momentanément. On a du mal à imaginer un véritable attaquant ou même joueur de couloir arriver, parce que ça va commencer à être difficile de donner du temps de jeu à tout le monde. Ah oui, bah, c'est ça, hein, comme tu l'as dit, je pense que quand Gisolfi parle de 1 à 3 recrues, bah, il parle clairement de joueurs style Delors, hein, savoir s'il va partir, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va avoir l'offre qu'il faut, est-ce que on va finir par le brader un peu à 2-3 jours de la fin du mercato parce qu'on veut absolument faire quelqu'un plutôt que garder un mec qui a plus du tout la tête à Nice, parce qu'apparemment des indiscrétions qu'on a eues, c'est un peu le cas, hein. Lui a clairement envie de partir. Il a eu des promesses, comme l'a dit Romain, donc je suis d'accord pour faire la part des choses, hein. Je cautionne absolument pas la mentalité du mec, hein. Par contre, la façon de faire, elle est, euh, elle est dégueulasse pour moi. Je veux dire, tu peux être déçu parce qu'on t'a fait des promesses, parce qu'une personne t'a fait des promesses, hein, sans la citer, cette personne-là, mais tu peux faire les choses proprement. Tu peux C'est même vrai. le dire publiquement, hein. Tu peux même dire publiquement, moi, le club m'a promis quelque chose. Je veux dire, c'est pas les médias qui manquent ici pour parler de Nice. Donc sors-le publiquement que tu attends quelque chose de Nice, que tu es bien ici, voilà, un peu comme les Minas, tu vois. Tu peux demander quelque chose tout en déclarant un peu, entre guillemets, je vais exagérer, mais un peu l'amour que tu as pour le club et pour les supporters, parce que tu sais que tu es apprécié en plus. Bah, il a préféré faire son option habituelle, c'est-à-dire je suis malade, je pars un peu au clash pour obtenir ce que je veux. Bah voilà, moi, voilà. À partir de ce moment-là, je suis bien content qu'on lui ait rien donné parce qu'au final, on voit la mentalité du mec qui se répète de club en club. Et pour te répondre, oui, j'espère moins le voir partir. Alors, est-ce qu'il faudra le brasser? Est-ce qu'il faudra l'envoyer en prêt avec une option d'achat obligatoire, quelque chose? Espérons que Gisolfi arrive à faire un coup de Trafalgar pour le laisser partir et récupérer quand même quelque chose, si c'est pas cette année, en vue de l'année prochaine peut-être. Mais je pense que c'est pas un mec que tu dois garder là, parce qu'en plus c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais Delors c'est un peu une grande gueule. Il est capable en étant mécontent d'amener une mauvaise ambiance aussi dans le vestiaire, parce que c'est pas un mec qui est discret, c'est pas un mec que tu vas mettre dans un coin et qui va broyer du noir tout seul. Donc pour moi, la meilleure option, quoi qu'il arrive, quitte à perdre un petit peu et à être moins gourmand, il faudra le lâcher pour prendre quelqu'un d'autre. Bon, ça en attendant, ça bloque un peu du côté des arrivées, hein. Bon, lors de la présentation de Didier Digard, hein, il y a eu quand même quelques indiscrétions en disant qu'il avait déjà échangé avec les recrues potentielles, et c'est peut-être une interprétation de notre part, mais de la façon que c'était dit, on a l'impression qu'il y a des deals qui sont quand même bien avancés. Alors est-ce que ça Ait Nouri parce que Wolverhampton attendait de récupérer Lemina dans un sens avant de libérer Ait Nouri dans l'autre, on ne sait pas, mais bon, je pense que le club a bien travaillé là-dessus, les dossiers sont identifiés. Maintenant, c'est qu'une question un peu d'équilibrage d'effectifs, d'entrée-sortie. Ça devrait, voilà, on l'espère en tout cas que ça doit arriver dans les prochains jours, parce que sans dire on est le 2 janvier, mercato de merde, on est quand même déjà le 12, il y a plus d'un tiers de la période qui est passée. Et bon, pour l'instant, il y a beaucoup de départs, mais peu d'arrivées. En tout cas, peu d'échos sur les arrivées. On espère que ça travaille dans le plus grand secret. Messieurs, je vous propose de passer au match. Alors, on a choisi aujourd'hui certes de parler du match, mais de le faire sous un angle un peu différent, parce que une victoire 6-1 avec un adversaire qui a été inexistant, et ce n'est pas pour retirer du mérite à l'OGC Nice, bien loin de là, hein, qui a fait le nécessaire pour se rendre la victoire facile pour une fois, donc on peut s'en féliciter. Mais je pense que dans l'analyse tactique et du déroulé du match, on va rapidement tourner en rond, être limité. Donc, d'où la réunion de Cédric et de Romain. Je proposais de parler un peu de ce changement d'entraîneur. Donc, Lucien Favre est parti. Cédric, on en avait parlé lors de la dernière émission. On avait un peu évoqué tous les scénarios possibles. Donc, on va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais bon, la façon peut-être à déplorer. Mais parlons plutôt de cette métamorphose de l'OGC Nice, hein, parce qu'en plus du score, il y a eu quand même des visages nouveaux, que ce soit des nouveaux joueurs qui ont pu rentrer, on pense à Boadani notamment, mais également des joueurs qui ont été transfigurés par rapport à leur performance de ces dernières semaines. Alors messieurs, on va s'attarder en fil rouge quand même sur certaines bonnes performances, hein, je pense à Kefren Turam, à Ross Barclay, mais surtout, commençons par le commencement. Nouvel entraîneur, Didier Digard. Nouveau schéma de jeu, nouvelle dynamique de l'OGC Nice.
Qu'est-ce que ça vous inspire en fait, ce que vous avez vu hier? Est-ce que les joueurs ont joué double jeu avec Lucien Favre en essayant de le poignarder et sont enfin décidés à se bouger le cul? Ou est-ce que Didier Digard, avec un nouveau schéma tactique et probablement un nouveau discours, a su très très vite actionner des leviers positifs pour réinsuffler une âme à cette équipe? On se, Qui commence? Ouais, vas-y, si tu veux, j'y vais, Romain. Vas-y. Non, vas-y. Et on se doutait, hein, Digard, très proche des joueurs, demandé même, voire réclamé par certains joueurs de le mettre à la tête à la place de Lucien Favre. On se doutait que la volonté du club, c'était dans l'immédiat d'arrêter l'hémorragie après 2 matchs dégueulasses et de créer l'électrochoc. Bah, l'électrochoc, il a eu bien lieu, hein, du coup, hein, quand tu fais un match pareil. C'est tu peux fatal dire foudre que... là directement. Oui, c'est ça. C'était, Ouais, c'est voilà, clair. c'était pour ceux qui ont la ref, c'est ça. Mais donc oui, tu peux dire que c'est forcément une première réussie, surréaliste, comme l'a dit un peu Digard. Après, j'ai énormément apprécié la classe qu'il a eu de mentionner quand même, de dire que c'était le travail de Lucien et que le foot peut être cruel parce que voilà, il est arrivé la veille de match, donc il a eu la grande classe de le dire. Maintenant, là où je vais un peu basculer sur ce que tu disais par rapport au double jeu des joueurs, je vais donner mon avis. Mais quand tu vois, par exemple, je vais reciter hein, pour certains, mais Todibo, Dante, Lemina, qui est Favre ou qui est Digard, c'est des mecs qui sont à 100% et qui sont constants. Voilà, tu peux rien dire. Moi, j'ai pas vu de différence entre le Todibo de Favre et le Todibo de Digard hier. Idem pour Dante, idem pour Lemina, idem pour certains d'autres peut-être que j'oublie. Mais par contre, à côté de ça, j'ai vu par contre des mecs qui pendant 6 mois ont absolument rien foutu et qui hier, j'ai vu d'autres joueurs. Je pense à Kefren Turam, hein, je le dis clairement. Par exemple, Thuram qui depuis 6 mois, alors certes, peut-être le rôle était différent, le discours était différent, mais courir, mettre de l'envie, tacler, faire un pressing, je pense que même si tu es dans un système où tu es à l'agonie complet et que tu comprends pas ce que dit ton coach, je pense que tu es capable quand même de montrer de l'envie et de mouiller le maillot. C'est pas le seul, hein. Je parle de Thuram, mais ça marche pour d'autres aussi. Hein. Mais voilà, donc évidemment que hier ça tourne bien. On a vu des mecs qui avaient l'air à l'aise complètement dans ce système, qui avaient l'air en confiance totale. Parce que c'est ça, hein, c'est d'être en confiance avec ce que dit ton coach et de rentrer sur le terrain à 3000 à l'heure. Donc ça on l'avait perdu et il faut pas le nier. Favre avait peut-être un entêtement, il y a eu un choc générationnel, le fait de vous voyer les joueurs. Ça a créé cette cassure qui s'est amplifiée au cours de la saison et qui était, et comme on l'a dit dans une émission précédente, son départ il était inéluctable. Mais voilà, j'en veux un petit peu aux joueurs. Je pense que hier dans le stade, on en a parlé un peu tous et j'ai vu que beaucoup de monde avait un peu le même ressenti que moi. On a l'impression que les joueurs arrivaient à un moment, ont vu que l'alchimie ne se faisait plus avec Favre et on, je vais pas dire tout fait, mais on favorisait le fait d'avoir sa tête et de mettre Digard en poste. Alors, par contre, je suis désolé les gars, hein, ça va durer peut-être ça va être peut-être un tout petit peu long, mais j'essaye de condenser au plus rapide. Moi, donc, dès qu'il y a eu les rumeurs de Favre, ouais, comme tous, hein, moi j'étais super content, on allait retrouver du jeu, etc. Et en fait, j'écoutais RMC, donc c'était quoi, en mai, je crois, hein, en juin, non, ouais, enfin bref. Vraiment début de saison quoi. C'est quand on parlait quand Favre n'était même pas encore officialisé au club. Et il y a Paulo Breitner qui parlait de Favre et qui disait que ça faisait depuis un petit moment qu'il avait pu entraîner, que sa son passage à Dortmund, surtout la dernière saison, s'était mal passé et parce que justement Favre restait toujours ancré sur ses idées, que ça ne passait plus donc avec le groupe et qu'il faisait un petit peu sa diva. Donc bon, moi je m'étais dit ouais ce mec c'est un connard. Enfin bref. Et donc le début de saison se fait et quand on me dit que aujourd'hui les joueurs bon bah voilà se sont
se sont transcendés, ont été meilleurs, etc. Et donc ils ont joué double jeu pour faire licencier Favre. Depuis le début, depuis que Favre était là, moi j'ai pas vu un seul joueur à un niveau correct, hormis ceux que vous avez cités, les mêmes. Hein. Enfin moi je vais juste dire Todibo, Lemina, bon Dante aussi quand même. Mais hormis ces trois-là, je n'ai pas vu un seul joueur à leur niveau. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que les joueurs ont lâché Favre. Et ensuite, donc je vais continuer après le match de Clermont. On m'a dit, voilà, aujourd'hui, si on continue comme ça, on va dans une merde cataclysmique. Pourquoi? Parce que bah aujourd'hui, Favre, c'est malheureux, hein, mais il reste à l'ancienne. Il veut pas revenir à un mode au mode actuel, c'est-à-dire, enfin, il veut pas venir même au mode actuel, c'est-à-dire à utiliser la vidéo, à utiliser certains points qui peuvent lui faciliter la tâche. Et même à ce jour, je me dis même que son staff, donc les deux adjoints qu'il a pris, il les a pris exprès, avec peu d'expérience du haut niveau, pour pouvoir lui gérer tout seul. Voilà, moi c'est mon intime conviction. Il a voulu tout gérer tout seul. Et Et d'ailleurs, on quand l'entend je dans te la coupe, conférence de bah presse. voilà, tu y viens, donc vas-y, je t'en prie. Voilà. Et c'est pour ça que, en entendant ça en conférence de presse où on dit, au bout d'un moment, on ne peut pas tout gérer tout seul. Moi, je pense qu'il a, voilà, tout voulu gérer. Il s'est dit, bon, bah voilà, je reviens à Nice, on me veut absolument. Bah moi, je vais faire un truc à ma façon. On le connaît, on sait qu'il a des idées, qu'il reste ancré sur ses idées. Mais aujourd'hui, clairement, il y a des choses qui n'arrivaient pas à passer. Quand on me dit que ouais, Thuram ne court pas, etc., c'est faux. Thuram courait, mais seulement il courait dans le vide. Ramsey, c'est quand même le mec qui a couru en Coupe d'Europe, je crois, 13 ou 14 bornes, mais il courait dans le vide. En fait, ce qu'il y a, c'est que les joueurs ne comprenaient pas ce qu'attendait Favre, parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas un visuel. Donc, je veux bien, tes joueurs de foot, tu sais que un 6, ça doit ratisser. Mais quand tu n'as pas de plan de jeu qui est fait, quand on dit à un PP, bon bah voilà, il faut que tu prennes la profondeur derrière les deux centraux. C'est con à dire, mais on n'a pas non plus, on n'est pas le Barça, donc on a des joueurs qui ont leurs limites. Mais aujourd'hui, à des joueurs, faut leur montrer les espaces, faut leur montrer ce qu'ils font de mal pendant le match. Parce que quand tu mets juste sur un tableau que tu fais bouger des aimants, au bout d'un moment, le joueur, il peut ne pas comprendre. Il peut se dire, mais non, et ce qu'il est en train de me dire, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait le bon déplacement. Mais quand tu le vois à la vidéo, c'est différent. Tu peux corriger des choses. Et quand aux entraînements, tu es pendant 2h30, 3 heures sur le terrain, que quand tu changes d'atelier, tu mets 5 minutes, il n'y a aucune intensité, il y a les, allez, on va dire les entraînements tactiques, c'est du 11 contre 0. C'est-à-dire que tu n'as pas d'opposition en face, tu fais juste tourner le ballon et tu dis, bon, bah voilà, faut faire ça comme ça, faut bouger comme ça, etc. Mais quand tu n'as pas du répondant en face, bah, les placements tactiques, ça ressemble un peu à du district, quoi. Et aujourd'hui, c'est une méthode qui a peut-être marché il y a quelques années parce qu'on n'avait pas tous les outils et peut-être que les joueurs étaient plus à l'écoute ou je sais pas, hein, mais, mais ce qui se dégage, c'est qu'aujourd'hui, on avait une équipe qui était totalement perdue. On a, on a chié sur le recrutement, enfin les supporters ont chié sur le recrutement en disant pas équilibré, etc. Je veux bien. Je veux bien qu'il y ait eu des manques, mais on a comblé, moi je pense, beaucoup de manques aussi. Parce qu'un PP, pour moi, même si, bon, bah voilà, il n'a pas fait, pour l'instant, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais pour moi, c'est un super joueur. Un Barclay, s'il retrouve un peu son niveau, c'est un super joueur. Auteur d'un doublé Enfin tous les bref, deux hier, hein, quand même, donc... oui, oui, voilà. Pour Et quand rappeler. tu vois l'impact quand même que ont des mecs comme ça, même Diop, on voit quand même qu'il a énormément de talent. Un Laborde, je suis pas totalement fan d'un Laborde, mais tu vois que dans l'envie, hier, il t'a fait un match, mais enfin moi je l'ai trouvé Et encore un vraiment très poteau, très bon. naturellement, c'est sa signature. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. En plus, le mec, il a pas de cul, quoi. Mais non, un Laborde pour moi, c'est fantastique d'avoir ça dans l'équipe. S'il est à ce niveau-là, franchement, je vais retourner ma veste, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'est passé hier, c'est la conséquence de ce qui a été fait avant. Digard, il a un discours positif, il est vif, il est tonique, chose que n'était pas forcément Favre. Et aujourd'hui, on a une équipe jeune qui a besoin de tonicité.
Les entraînements, ils sont plus toniques. Donc je dis, bon, il en a fait qu'un entraînement, mais quand même, ils sont arrivés avec le staff il y a un petit moment, en début de reprise là. Donc les entraînements étaient déjà un peu plus toniques. Et aujourd'hui, il y a des appuis vidéo. Et quand tu définis un plan de jeu avec des courses, avec un pressing à effectuer, à quel moment effectuer le pressing, où se positionner. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais Dante, ça faisait depuis très très longtemps que je l'avais pas vu aussi haut sur le terrain. Notre ligne défensive, elle était dans le camp adverse. Toute l'équipe même. Hein. Mais Ouais, c'est vrai que pour Dante qu'on a, dans l'émission et en dehors, hein, j'accuse personne, mais on s'est beaucoup interrogé sur la question de est-ce qu'on ne joue pas trop bas à cause de Dante parce qu'il aura pas la vitesse pour se replier et tout. Certes, face à un adversaire extrêmement faible hier, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on partait peut-être d'un postulat complètement faux et que c'était pas pour protéger Dante ou pour protéger Casper Schmeichel que le bloc était bas, mais juste parce qu'effectivement, personne savait comment avancer et comment ce bloc pouvait avancer ensemble. Et l'action, je sais plus si c'est du premier ou du deuxième but, où au final, tu as 3 joueurs qui font un appel. Il y a eu plus d'appels en une action de but que sur tous les matchs depuis le début de la saison, en fait. Donc, Mais JP, je vais même aller plus loin. Hier, on a vu 6 buts sur 6 actions de jeu. Comme je le répète. Je crois qu'on était à 8 depuis le début de la saison. Hein. Mais attention, c'était pas des actions de jeu, c'était des exploits individuels, c'est différent. Oui. Quand tu as un Laborde qui te sort un ciseau, quand tu as un Attal qui te fait qui te passe toute la défense en revue, qui marque, quand tu as un Diop qui tire, ça touche le dos de Laborde et ça rentre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, sur nos 16 micro-buts qu'on avait mis avant le match d'hier, on a peut-être 2 buts qui ont été inscrits dans le jeu. Hier, tu en as 6 qui sont inscrits dans le jeu. Déjà, donc, sur 16, il y avait 40% de pénalty déjà. Ouais. Voilà, déjà. Mais donc, je veux bien que les joueurs, sur les 2 derniers matchs, à Rennes et contre le Puy, surtout contre le Puy, aient totalement lâché Favre. Et Tmer, contre le Puy, il y a eu certains trucs. Voilà, les joueurs, ils cherchaient plus à parler à Digard qu'à Favre. Mais donc, déjà, ça montre que voilà, il y a une cassure. C'est sur ce point-là que je pointais du doigt sur toi. Mais après, la cassure, certes, et les joueurs, franchement, ils ont lâché sur les 2 derniers matchs. Mais de là à dire que ça fait bien plus longtemps, moi, ça, je peux pas y croire. C'est pas ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que l'entêtement de Favre, le choc générationnel, toute la cassure, elle a commencé, puis elle s'est accentuée au fil de la saison. C'est ce que j'ai dit. Il y a peut-être jamais eu d'adhésion, hein, messieurs. On sait que déjà, Favre a été choisi par Jean-Pierre River. Ineos n'était pas spécialement chaud patate. Le mercato qui a suivi l'a prouvé. Hein. D'ailleurs, on n'a pas trop tenu compte de ses besoins. La plupart des joueurs qui sont arrivés, du coup, sont peut-être pas venus pour Lucien Favre. Donc en fait, on s'est retrouvé face à un groupe qui a jamais adhéré au discours et c'était inéluctable, juste le temps que ça pourrisse. Il y a eu des hauts et des bas en fonction des résultats, mais en fait, au lieu de parler de cassure, il y a peut-être eu jamais adhésion d'entrée de jeu. C'est peut-être pour ça aussi que, par exemple, là, lors de la conférence de presse de Digard, on entend un Gisolfi qui parle de tout faire ensemble, de tout faire, je sais pas comment il a dit, un staff club, c'est ça? Voilà. C'est ça, ouais. Parce que, voilà, encore une fois, comme vous l'avez dit, la finalité, c'est que le retour de Lucien Favre est un échec, mais un échec de River seulement. Parce que c'est lui qui a été garant de ça. Et je pense que c'est ce que le club ne veut plus au final. Ils veulent travailler tous ensemble, comme l'a dit Gisolfi. Que ce soit pour les recrues, pour les décisions, pour absolument tout. Donc, tout sauf dormir, parce que chacun sa femme, comme a dit. Exactement. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais. Et après, juste, je veux revenir sur le point de Thuram. Thuram, moi, on m'avait dit déjà, il y a un petit moment, parce que il a été dégueulasse quasiment tous les matchs. Depuis le début de la saison. Hein. Ouais, voilà, quasiment tous les matchs. Il n'y a pas un match où, peut-être 1 ou 2 matchs où il sort un peu du lot, mais bon, c'est léger. Mais moi, on m'a dit, en fait, Thuram, il a besoin d'être cadré. C'est un joueur qui a besoin d'être cadré, qui a besoin de savoir exactement ce qu'il fait. Et un joueur comme Lemina, lui, par contre, il a besoin d'être assez libre sur le terrain, tout en sachant quand même qu'il a un rôle défensif, etc. Mais il a un truc, il a besoin d'être plus libre. Sous Galtier, Thuram, il était cadré de chez cadré. Et Lemina, par contre, il était cadré alors qu'il a besoin d'être libre. Donc Lemina, il a fait une deuxième partie de saison beaucoup moins bonne avec Galtier parce que justement, il n'avait pas cette liberté et il devait se
se contenter d'être dans une zone et de protéger cette zone, etc. Tandis que Thuram, lui, il avait vraiment un cadre bien précis et faire, bah voilà, on lui dit, tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. Et aujourd'hui, Thuram, c'est quand même, bah ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est titulaire indiscutable, enfin qu'il est devenu quasiment indiscutable, même si là, ça a été un peu écorné en début de saison. Mais l'année dernière, je crois qu'il est titulaire indiscutable avec Galtier à partir de janvier-février, il me semble. Donc aujourd'hui, ça reste un jeune joueur et qu'il faut cadrer. Et chose que bah voilà, Favre ne faisait pas forcément. Et aujourd'hui, comme on me l'a répété encore hier, il y a un plan de jeu, il y a un cadre, et les joueurs savent quand ils doivent déclencher un pressing, savent les appels de balles. Enfin, après, c'est pas non plus. Certes, je veux bien Digard qui dit bon, bah, on bénéficie du travail de Favre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand on voit les déplacements qu'il y a eu, le pressing, l'intensité, les courses, enfin, ça n'a rien à voir. C'est une équipe qui a rien, enfin, voilà, il y a rien eu à voir avec les autres matchs. Maintenant, attention, je dis pas que ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Ça peut être un feu de paille. J'y crois pas. Mais et c'est pour ça que j'ai hâte de voir le match contre Reims. Mais en tout cas, moi, j'y crois dur comme fer. Je vais te poser la question, Romain. Bon, je propose que Cédric y réponde en premier, mais vu que tu as abordé le sujet, alors, qui est jamais eu d'adhésion au discours et aux méthodes de Lucien Favre. Bon, bah, de toute façon, on est obligé de le constater aujourd'hui, hein, que ça nous attriste ou non, c'est un fait. Par contre, essayons de nous concentrer sur l'apport de Didier Digard, parce que Didier Digard soit davantage proche des joueurs, qu'il ait peut-être un discours qui soit plus compatible avec la nouvelle génération. Après tout, il est même plus jeune que Dante, hein, et donc du coup, il a arrêté sa carrière il y a seulement quelques années. Je pense qu'il a eu une carrière en même temps que la plupart des joueurs de l'effectif. Pour les plus jeunes, il les a connus au centre de formation, donc on comprend cette proximité. Par contre, au niveau de l'apport purement tactique, on a du mal à croire que, en fait, en 3 jours, il ait apporté tout ce qui est, je sais pas, les appels, le placement, tout ça qui commence à insuffler un peu ses idées, le changement tactique avec plus ou moins tout le monde à son poste aussi, il y a forcément fortement aidé, et c'est une bonne nouvelle, et on pouvait faire ce reproche-là à Lucien Favre, mais voilà, là en fait c'est quoi? Est-ce que Didier Digard a finalement, on le soupçonnait pas, mais un avis, un point de vue, une connaissance tactique sur le jeu qui est assez poussé pour tout de suite mettre des idées très concrètes en place et rendre le jeu de l'OGC Nice plus fluide et plus agréable, comme on l'a vu hier soir? Ou est-ce que, et c'est pour ça que Cédric disait, on sent qu'il y a un peu de foutage de gueule de la part de certains joueurs, de se dire, en même temps, est-ce que Didier Digard a vraiment précisé exactement comment il voulait que son bloc coulisse, qui devait faire des appels, les projections, ou est-ce qu'en fait les joueurs se sont enfin un peu bougé le cul, ont pris leurs responsabilités et se sont dit, s'il y a un espace devant moi, je suis pas con, j'ai déjà joué au foot, je suis un professionnel, je vais le prendre. Je sais pas si ma question est très claire, Cédric et Romain ensuite, hein, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, tu m'aurais dit Didier Digard, il prend la suite avant la trêve, et en fait, il aurait eu 1 mois pour bosser, et on aurait vu cette rencontre-là après. On s'est dit, ah bah oui, ils ont vachement bien bossé pendant 1 mois. Là, en 3 jours, je me dis, il y a forcément un peu des deux, mais il y a quand même des attitudes qui m'interpellent vachement, de me dire, je crois que c'est sur le 2e but où au final, tu as Laborde qui fait un appel en profondeur, qui du coup fixe le défenseur, et après, sur la droite de ce dernier défenseur, tu as 2 mecs qui montent et qui font un appel. Je veux dire, mais enfin, est-ce que ces espaces-là n'existaient pas avant? Est-ce qu'ils ont enfin compris qu'ils avaient le droit de prendre des risques et de se projeter? Est-ce que c'est le Digard Ball, du coup, dont la greffe a été super rapide? Moi, c'est là-dessus que je suis un peu perplexe et que ma compréhension peut-être s'arrête. Non, mais oui, c'est ça. Moi, je pense pas que, entre guillemets, Digard ait apporté une touche tactique aussi pointilleuse qu'on ait pu le voir hier, par exemple. Digard ou son staff, parce qu'il y a Julien Sablé aussi. Oui, quand je dis Digard, évidemment, c'est le staff actuel. Hein. Mais en si peu de temps, parce que tu dis 3 jours, mais je crois que c'est même 2 jours finalement. Ils ont eu quoi, 2 journées d'entraînement avant le match, si je dis pas de bêtises. Ça me paraît improbable d'apprendre des choses tactiques en si peu de temps. Maintenant, je pense qu'il a juste insufflé ce qu'il est capable de faire, et c'est-à-dire de remettre de l'envie, de remettre de la confiance envers les joueurs, tout ça, voilà, tout ce qui avait perdu, je pense, Lucien Favre avec ses joueurs. Hein. Mais voilà, pour te rejoindre et en attendant un peu de voir l'avis de Romain, mais pour moi,
pour moi, tactiquement, les joueurs étaient capables de ça. Mais ils n'avaient pas le reste des ingrédients pour le mettre en place sur le terrain. Mais je pense que tactiquement, ils étaient capables de ça bien avant Didier Digard. Alors pour ma part, je pense qu'il y a un mélange de tout. Il y a le choc au niveau des têtes. Tu changes d'entraîneur. C'est un mec que connaissent tous les joueurs. Et c'est vrai qu'il y a un grand respect donc pour Digard. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que, enfin moi qui ai un peu joué au foot, hein, même à un niveau amateur, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as plus envie de te donner pour un entraîneur qu'un autre. Voilà. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hier. Après, il y a aussi cette défaite au puits où au bout d'un moment, tu es professionnel et j'imagine qu'ils ont quand même un minimum d'estime d'eux-mêmes pour retourner au combat en championnat et montrer que c'était une catastrophe industrielle, mais c'était une erreur de parcours. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué. Et comme tu le disais, Sky, tout à l'heure, avoir des joueurs à leur poste, déjà, ça aide plutôt pas mal dans le choix. Donc même s'ils n'ont pas bossé depuis des mois et des mois au niveau tactique, mais déjà de retrouver un PP donc sur le côté droit dans un 4-3-3, un milieu à 3 avec une sentinelle, d'ailleurs Dante le dit en fin de match. Donc c'est vrai que voilà, retrouver des joueurs à leur poste, peut-être que déjà ça amène une certaine fluidité dans le jeu. Mais après, et ça moi j'en suis certain, parce qu'ils ont fait un gros travail là-dessus, quand tu vois, et je le répète encore une fois, hein, mais quand tu vois tes erreurs en vidéo, qu'on te dit, bon voilà, tu vois le geste qu'il fallait faire, le déplacement qu'il fallait faire, c'était celui-là. Moi je te demande de faire ça, de faire ça. Après c'est juste enfin voilà, après ça t'amène de la fluidité. Après, je dis pas que Digard il a tout révolutionné en 2 jours. C'est pas ça le truc. Mais aujourd'hui, entre tous ces facteurs, entre l'envie de se dépasser pour un nouvel entraîneur, pour un homme qu'on aime, parce qu'apparemment, voilà, il est très aimé, et le fait de voir les erreurs en vidéo, bah ça t'amène peut-être à une réflexion différente quand tu es sur le terrain, et d'avoir un rôle que tu connais, bah ça t'amène aussi une confiance dans le jeu, des déplacements que tu connais. Enfin voilà. Donc je pense que parce que après il a rien fait de fou. Hein. C'est un 4-3-3 du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas C'est eu le de 4-3-3 changement. de l'OGC Nice quand il était joueur, hein. D'ailleurs, un système Mais non, qu'il a poncé. mais c'est exactement ça. Et au final, souvent on te dit ouais en phase offensive on va être en 4-3, en 4-4-2 et après en phase défensive on va se moduler en 4-2-3-1 ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà, lui il est parti vraiment sur une tactique qu'il a respectée, enfin de ce que j'ai vu, hein, mais en 4-3-3, phase défensive, passe offensive, les ailiers qui descendaient, le milieu à 3, enfin je veux dire, il n'y a pas plus basique, quoi. Donc après, voilà, pour moi, je pense que on a un, on a un effectif, mine de rien, qui est de qualité. On a des joueurs, j'en suis certain, qui sont quand même intelligents. Et quand tu leur donnes juste une tactique qui est connue de tous, un 4-3-3 basique, au bout d'un moment, le repère des joueurs, peut-être qu'il se fait plus facilement. Moi, je trouve qu'il n'y avait que la board, et encore, ça est super bien tiré, mais en neuf tout seul, en pointe de l'attaque, pour moi, c'est pas son poste. Mais après, tout le reste, voilà, ils étaient à leur poste, avec une confiance peut-être retrouvée, comme dit Dante, avec un discours positif. Enfin voilà, après, je pense qu'il y a plusieurs ingrédients qui font que, et c'est pour ça que je demande à revoir à Reims. Et petit aparté, apparemment, Sablé, euh, il connaît très bien le foot et c'est une très bonne recrue pour le staff. On espère en tout cas que ça sera renouvelé, une aussi belle rencontre face à Reims. Reims qui est 11e, donc juste derrière l'OGC Nice, c'est la différence de but, hein, égalité de points. Ce serait l'occasion voilà, hein, de mettre un peu de distance avec la deuxième partie de tableau, sachant qu'aujourd'hui, messieurs, l'OGC Nice est plus près de l'Europe à 8 points que du maintien à 10 points derrière. Donc bon, de quoi s'enflammer à nouveau en cas de victoire ce week-end face à Reims, c'est tout à fait possible. Mais avant de parler de Reims et avant de clôturer cette émission, on rentre dans les dernières minutes de ce numéro d'Avantinissa. Je vous propose, messieurs, on a quand même beaucoup parlé, on va dire généralement, du changement d'entraîneur, parce que c'est quand même la grosse actualité de la semaine, et puis c'est probablement ce qui aussi, comme on l'a dit, à un certain niveau impacté la victoire de l'OGC Nice face à Montpellier. Je vous propose d'ouvrir un peu
un dossier, enfin, limite, quel est votre aiglon du match? Qu'est-ce qui vous a vraiment plu et qu'est-ce que vous espérez en fait revoir très très vite? Qu'est-ce qui vous a hypé en fait particulièrement dans cette victoire? Au-delà des 6 buts, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez un peu plus vibré et qui vous donne envie tout de suite de vous projeter face à Reims, que ce soit je sais pas, un comportement, un joueur en particulier, n'importe? Moi, c'est surtout. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que quand je suis sorti du match, je me suis dit que ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris du plaisir en regardant Nice, en fait. Et du coup, ben, pour rejoindre ce que vous dites, en fait, j'ai très hâte d'être à dimanche pour voir un peu si on est capable de renouveler ça. Est-ce que c'est un one shot? Est-ce que vraiment, ça va. Digard va, je vais pas dire révolutionner, mais va insuffler quelque chose et va enfin lancer ce projet. Et voilà, qui sait, peut-être on cherchait des entraîneurs au CV prestigieux, mais peut-être qu'il fallait juste un ex-capitaine de l'OGC Nice pour lancer le projet, je sais pas. Donc voilà, c'est surtout cette partie de. Sans parler du score, parce que le score, voilà, 6-1, c'est incroyable, mais moi, c'est vraiment sur le fait d'avoir pris enfin du plaisir, quoi. Je veux dire, entre Vieira, Galtier, où c'était quand même relativement rigide, malgré les résultats, malgré le Stade de France, malgré les belles choses. J'ai pas ressenti le plaisir que j'ai eu hier, quoi. Voilà, hier, j'ai retrouvé. J'ai vu un tweet, je crois, si c'est un journaliste peut-être qui a dit ça, ou je sais plus. Mais il a marqué on a vu l'OGC Nice de Lucien Favre sans Lucien Favre, en fait. Voilà, j'ai eu l'impression de retrouver l'OGC Nice de C'est notre ami 2016-2017. Cédric Rocancourt, hein, mais bon, D'accord, qui l'a ouais, dit. pardon. Ouais, voilà, il a très très bien résumé, Ced, en tout cas, parce que j'ai vraiment eu cette impression-là. Alors évidemment qu'on n'a pas vu un grand Montpellier, mais peut-être qu'on n'a pas vu un grand Montpellier parce qu'on a vu un OGC Nice très très fort, justement. Et moi, j'ai revu l'OGC Nice de 2016-2017 en mode rouleau compresseur, où on était capable de martyriser n'importe qui, où on avait fait, comme l'avait dit le joueur de Nantes, là, Gilet, où on leur avait fait subir un taureau géant, pour reprendre ses mots. Voilà, j'ai revu cet OGC Nice là hier pendant 90 minutes et ça fait du bien. Et voilà, j'ai très très hâte d'être à dimanche pour voir un peu si on est capable de réitérer l'exploit ou si c'était juste l'électrochoc qui a fonctionné. Romain, la plus grosse satisfaction d'hier soir pour toi? Bah, pour moi, bah, je pense que Bada a dit le plus important. Déjà qu'on a, voilà, on a retrouvé ce plaisir et ça faisait depuis longtemps que j'avais pas hâte d'être au prochain match, quoi. Donc ça déjà c'est important. Mais moi, ce que j'aimerais revoir, c'est ce pressing, bah, comme le disait Bada, hein, cet effet rouleau compresseur, quoi. De voir un pressing, d'être à deux, voire trois joueurs sur un mec, à être là, à récupérer le ballon haut, à avoir des solutions de passe un peu de partout, de tenter. Enfin voilà, moi c'est vraiment cet état d'esprit, quand on voit l'état d'esprit encore une fois de Laborde dans l'Otomba. L'Otomba hier il a été, mais voilà, moi si demain, C'était voilà, si je cafou devais hier. ressortir, hein, ah mais c'est, voilà, moi si je devais ressortir un joueur qui m'a le plus marqué hier, c'est l'Otomba, quoi. Voilà, C'est l'Otomba pour toujours moi il pas, était. c'est toujours pas bon match après match, Jordan Lotomba, mais je pense qu'il a fait plus de matchs références cette année que durant toutes les autres saisons passées à l'OGC Nice cumulées, ce qui est plutôt bon signe en soi. Si je peux me permettre sur l'Otomba, après je vous relaisse la parole, mais je sais pas si on en avait pas parlé d'ailleurs dans Avantinissa, mais bizarrement, il est en train de faire des matchs qui sont de plus en plus bons, on va dire, depuis qu'il a Antoine Mendy qui pousse derrière, quoi. Bizarrement, depuis qu'il a un peu une concurrence, parce que le fait d'avoir Attal qui est pété un match sur deux, et où tu sais que de son quoi qu'il arrive, Lotomba, il a juste à s'asseoir et le regarder se blesser, entre guillemets. C'est méchant ce que je dis, Mm. mais c'est Ouais, réaliste. c'est la réalité. Il a juste à attendre qu'il se blesse pour prendre sa place et être en pantoufle. Là, bizarrement, depuis qu'il y a le petit Mendy qui pousse derrière et qui peut potentiellement lui prendre la place, on voit un autre Lotomba. Donc, la concurrence peut jouer peut-être aussi. C'est vrai. Et puis voir un mec comme ça, pourtant il a été décrié, hein, mais voilà, il est tout le temps là, il fait les efforts défensifs, offensifs, même si des fois c'est un peu brouillon, mais au moins voilà quoi, c'est un joueur. S'il est à ce niveau-là, tu peux rien lui reprocher, quoi. Il peut louper des trucs, mais voilà, il t'amène tellement. Donc non, moi vraiment, ce que je veux retrouver contre Reims, c'est ce pressing, cette envie et voilà quoi. C'est déjà
Ce Si on serait, a ce ça, serait déjà bien si on, ouais, si on a voilà. ça. Pour On clôturer verra, cette on verra émission, aussi la compo qu'il y aura d'ailleurs sans Lemina sûrement. Donc effectivement, qu'est-ce qui va être envoyé? avec normalement Hicham Boudaoui, dont la blessure n'était pas vraiment une blessure, du coup, qui Ouais. devrait être capable de tenir sa place ce week-end. Moi, je voudrais terminer sur, je vais dire mon coup de cœur, parce que c'est pas très original non plus, mais c'est le regain de forme, la métamorphose de Ross Barkley. Et alors lui, on mettra pas ça sur le dos de lâcher Fab. On voit très bien que physiquement, le joueur lourd, maladroit, un peu pâteau qu'on a vu en tout début de saison lors de ses premières arrivées, on sait qu'il était vraiment à court physiquement. Et ben là, semaine après semaine, on commence à avoir un peu plus de vitesse d'exécution, de mouvement. Et non seulement ça paye avec un doublé, hein, déjà 3 buts là quand même sur cette année 2023 pour Ross Barkley, qui avait promis, qui avait pris comme bonne résolution pour cette année de marquer plus de buts. Ben voilà, c'est fait. Enfin, Ross, enfin quelqu'un qui tient ses résolutions. voilà, exactement, et très très vite en plus. Mais en plus de ça, il a l'air vraiment investi et attaché, hein, au club. Alors attaché, le mot peut-être un peu fort, mais on le sent vraiment concerné dans ce groupe, alors que pour un joueur britannique qui a connu des grands clubs, qui est arrivé un peu dans un bordel ambiant et qui parle toujours pas la langue, il aurait toutes les bonnes raisons d'être un peu à part. Mais voilà, vraiment là, un début d'année tonitruant au-delà des buts. Une communication très réussie, que ce soit avec sa conférence de presse de début d'année ou avec les OGC Nice Awards. Donc pourquoi pas la bonne surprise de cette phase retour et le facteur X pour l'OGC Nice avec Ross Barkley. On sait un joueur en plus d'expérience, donc qui, avec le départ de Mario Lemina, pourrait prendre un peu plus d'importance sur le terrain et dans le vestiaire, même si c'est pas tout à fait le même poste naturellement. Messieurs, je vous propose d'en rester là. Petite heure d'émission, on a tenu le délai qu'on s'était annoncé avant de lancer l'enregistrement. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Ça fait quand même du bien de sortir des thérapies et des émissions, douloureuses. Déjà, depuis la création d'Avantinissa, on n'avait jamais fait une émission après un 6-1 déjà. Non, c'est vrai que ça datait Voilà. du fameux Nice-Bordeaux avec le but de Le Bihan. Donc ça fait quand même pas mal, Ouais. ça fait quand même pas mal d'années. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Podcast. Enfin voilà, un peu toutes les plateformes audio possibles et imaginables. Et surtout, vous nous retrouvez dimanche. Normalement, on fait l'enregistrement dans la foulée du match face à Reims. Donc vous devriez avoir le podcast dimanche dans la soirée. D'ici là, portez-vous bien. On espère revoir du Digarbol très très rapidement dès ce week-end. Et tout de même, Issa Nissa.